L'essentiel de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. À l'intérieur du pays, une mission du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. À Mamou précisément, s'est tenue une importante réunion technique et d'orientation avec les acteurs impliqués dans la construction et le bitumage des axes Mamou-Labé et Mamou-Farana. Au menu, le réaménagement du calendrier des travaux et la mise en place d'une stratégie de suivi rapproché des chantiers. Abdoulaye Arassila, Aboubakar Junior Kamara. Dans cette salle, les acteurs impliqués dans le processus de construction et de bitumage de la route Mamou-Labé et Mamou-Farana. Des entreprises, les bureaux de contrôle, l'administration et contrôle des grands projets, le département de tutelle et ses directions sectorielles. Ils sont invités par le ministre des Travaux publics afin d'échanger sur le réaménagement du délai contractuel de ce projet. De 22 mois, le délai est réduit à 15 mois, vu l'urgence que ce projet représente pour l'État. Nous avons eu à lancer ces projets il y a quelques semaines, en arrière, avant les élections. Pour certaines personnes, ce lancement, peut-être c'était la campagne. Et c'est juste aujourd'hui de démontrer que ce n'est pas une affaire de campagne, c'est plutôt de la réalité des faits. Nous sommes en plein axe comme ça de la nouvelle route. Et vous-même, vous avez observé que vraiment, ça va diminuer beaucoup les tournants qui sont sur la route. Donc ça, c'est vraiment un bon gain. Ça serait un projet de qualité et la route va finir dans le délai. Nous avons même discuté le délai ce matin. Nous avons demandé aux entreprises de faire des efforts pour réduire le délai de 24 mois à 15 mois. 150 km entre Mamou-Labé. Aujourd'hui, les travaux de dégagement sont en cours et le ministre exige aux entreprises de travailler 24 heures sur 24 afin de respecter ces 15 mois comme délai contractuel. Les entreprises s'engagent. Il faudrait en ce moment qu'on réadapte les plannings pour pouvoir exécuter les travaux dans un délai de 15 mois. Bon, cela va supposer évidemment des moyens beaucoup plus consistants pour atteindre les rendements évoqués dans ces plannings-là. Et sur ça, quand même, nous allons veiller à ce que ces rendements-là soient atteints. Les autorités régionales sont mises à contribution pour le suivi rapproché de ces projets de développement. Je vais accompagner les entreprises par rapport à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc avec la population, mais aussi avec la structure pour éviter la lenteur. Les routes Mamou-Farana et Mamou-Labé constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement guinéen. Des routes stratégiques qui vont désenclaver plusieurs villes du pays. Deuxième édition du colloque international Mines et Société, une organisation de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Les anciens chercheurs guinéens et étrangers débattent des enjeux de l'innovation technologique et de l'industrie extractive. Objectif entre autres, renforcer la protection de l'environnement. Younous Atawel Kamara. Innovation technologique et industrie extractive, perspective pour une Afrique durable et compétitive. C'est le thème de cette deuxième édition du colloque international Mines et Société qui se tient ici à l'Institut Mines et Géologie de Bokeh. Une rencontre de 3 jours qui regroupe étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants guinéens et étrangers. Il s'agit pour ces participants d'échanger sur les défis et les opportunités liées à l'exploitation des ressources minières du pays. Notre institution étant le référent académique dans le domaine des mines et géologie, il est de notre devoir de penser à regrouper des spécialistes pour avoir des bonnes pratiques à travers des discussions scientifiques, à travers les échanges d'expériences et les recommandations qui vont sortir de ces discussions puissent être pour nous des bases pour la gestion durable de nos ressources. Durant les 3 jours d'intenses travaux, des notions comme la nouvelle technologie d'extraction de la bauxite, la transformation et la protection de l'environnement ont été passées au peigne fin par ces acteurs clés du secteur minier guinéen et étranger. Il est extrêmement important que les Africains que nous sommes, nous prenons en charge par rapport à la problématique des mines qui contribue énormément à notre développement, mais aussi qui laisse des traces du point de vue société, ce qui impose forcément une complémentarité de gestion et une implication des acteurs à la base pour que, après ces mines-là, on n'ait pas de problèmes à gérer à long terme. Chez nous, en Guinée, nous avons la bauxite à gogo. Très malheureusement, le sol guinéen est encore vierge en matière de recherche.
Donc les objectifs de développement durable en tiennent compte. Si le territoire guinéen est connu, il va sans dire qu'on pourra exploiter d'une manière très rationnelle. À l'issue des travaux, quelques recommandations concrètes ont été formulées par les participants. Il s'agit notamment de la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs clés du secteur minier, mais aussi la responsabilité sociétale et environnementale dans l'exploitation minière. Place à la gestion des ressources minières et environnementales. Un projet s'intéresse à cette problématique et il est perçu comme l'une des solutions durables. Pendant ce temps, les résultats produits par le coordinateur sortant, le mérite de ce travail est reconnu. Au même moment, le nouveau coordinateur prend fonction. Saint-Martin Fancinadouno. Il fait partie de ces hommes dont le nom se confond avec le service public. Elhadji Souri Kouyaté, administrateur chevronné, technocrate respecté et homme de principe, a marqué de son empreinte dans plusieurs secteurs stratégiques de l'administration guinéenne. Aujourd'hui, il tourne une page importante de sa carrière, ayant choisi de démissionner de son poste de coordonnateur du projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement pour des raisons personnelles. Elhadji Souri Kouyaté quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli et sous sa coordination, le projet a enregistré des avancées significatives, notamment avec 80 contrats réalisés ou en cours d'exécution, couvrant des domaines clés de la gouvernance minière, à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Le projet Mines et Environnement est un projet de 65 millions de dollars dont l'exécution a été programmée sur 6 ans. En tant que coordinateur de projet, je suis heureux aujourd'hui de dire que le projet se porte bien. Il a atteint sa vitesse de croisière. Il est sorti des périodes difficiles puisqu'on en a connu au début. Et aujourd'hui, on peut se prévaloir d'un taux de décaissement de plus de 40%, autour de 43%. Et qu'à ce rythme-là, je pense que le projet est bien engagé pour clôturer dans les meilleures conditions possibles. La cérémonie a été également l'occasion d'installer officiellement Oumar Wane, le nouveau coordonnateur du projet. Un projet placé sous tutelle des ministères des Mines, de l'Environnement et du Développement durable pour une enveloppe de 65 millions de dollars, recruté à l'issue d'un processus rigoureux par la Banque mondiale en collaboration avec le comité de pilotage. Oumar Wane hérite d'un projet structuré, opérationnel et porteur de grandes ambitions. Il y a des défis importants. Un des défis est lié d'abord à l'atteinte des résultats. C'est ce qui justifie la création des projets. Ensuite, les résultats, vous devez les produire dans un délai. Ensuite, la qualité. Donc, même si vous produisez les résultats, si les résultats ne répondent pas aux spécifications, aux normes, aux standards, donc ça veut dire que vous êtes passé à côté. Ensuite, les coûts. Donc vous devez faire en sorte que les coûts, il n'y ait pas de dépassement au niveau de la gestion pour que les coûts restent dans le budget initialement prévu. C'est un projet qui continue à avoir des résultats. Il y a 1 an ou 2, on était vraiment à un taux d'exécution du projet très très bas. Mais avec la particularité du coordinateur sortant, M. Kouyaté, sa ténacité, aujourd'hui on a un taux d'exécution très très apprécié. Et Wane, que je connais, il a de l'expérience, qui se met à la disposition de son équipe, comme le ministre l'a dit, et vice-versa, que son équipe aussi l'accompagne. Fait marquant de cette cérémonie, la présence du ministre des Mines et de la Géologie, conférant ainsi à l'événement un cachet solennel et une portée historique. Bouna Sylla a salué la qualité du partenariat avec la Banque mondiale et a exhorté la nouvelle coordination à maintenir le cap des résultats obtenus dans un contexte
où la bonne gouvernance des ressources naturelles demeure un enjeu majeur pour le pays. Son ancrage est lié à celui de l'indépendance de la Guinée, un symbole logé à Koléa, commune de Matam. L'imprimerie Patrice Lumumba, longtemps, elle incarne une Guinée fière de son histoire. Au fil du temps, cette image a fortement dégringolé, laissant place à un patrimoine presque rasé de la carte, ce qui s'apparente à une descente aux enfers. Plus de détails avec Adama Magasuba. Créée en fin d'année 1961 sous la vision du président Ahmed Sékou Touré, l'imprimerie Patrice Lumumba, du nom du premier ministre de la RDC, fut l'un des joyaux du développement intellectuel et éducatif du jeune État guinéen. C'est dans ce complexe que se fabriquaient les manuels scolaires, le journal officiel, les affiches de sensibilisation et les journaux qui accompagnaient la construction de la conscience nationale. Le nom de ce patrimoine résonnait très loin, au-delà des frontières guinéennes. Du Sénégal au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, tous saluaient la qualité de ses impressions et la rigueur de son personnel technique. Oui, effectivement. On envoyait même des cahiers au Libéria, en Sierra Leone et comme ça. Si on donne, on vend à un autre, c'est qu'on a assez. Il y avait la production, on travaillait matin et soir. Alors, vraiment, le monde, les élèves guinéens n'avaient aucun problème dans ce cadre-là. C'était donné gratuitement. C'est dommage, ces machines ont été vandalisées. Le premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, a voulu tout faire en grand. Il n'a jamais voulu faire des petites choses. C'est pourquoi l'imprimerie était faite pour pouvoir servir toute la sous-région ouest-africaine. Imaginez-vous, les titres et valeurs, ça se faisait là-bas. Les cahiers et enveloppes, ça se faisait à Patrice Lumumba. Le Coran qu'on faisait à Lumumba, c'était la meilleure version du Coran en Afrique de l'Ouest. Et, dites-vous, ce n'était pas la pagaille, ce n'était pas géré par n'importe qui. C'était géré par Feu El Hadj Abdraman Kaba, qui était l'imam adjoint de la mosquée Faisal et qui a fait ses hautes études à l'université Al-Azhar en Égypte. Franchement, j'ai le cœur meurtri qu'on me demande aujourd'hui de parler de l'imprimerie Patrice Lumumba. Parce que quand je sais ce que ces travailleurs de l'imprimerie ont fait pour la patrie, qu'ils ont fait pour la nation, pour le pays, pour la grandeur de la Guinée, et que je vois aujourd'hui beaucoup de ces travailleurs qui vivent vraiment d'une manière misérable, ça me donne de la peine au cœur. Fruit de la coopération guinéo-allemande, elle a permis à notre pays d'imprimer de nombreuses revues, des livres, mais aussi des cahiers et documents administratifs officiels. C'est choquant. Et ici, nous sommes devant les ateliers du complexe industriel polygraphique Patrice Lumumba. À l'époque, c'était le plus grand complexe polygraphique de l'Afrique de l'Ouest. Les enseignants, eux, voyaient en cette institution un appui inestimable pour la diffusion des manuels scolaires et des œuvres éducatives. Mais en 1984, après la disparition du président Ahmed Sékou Touré, le destin de ce complexe s'assombrit. Les machines se sont tues, le personnel dispersé et le bâtiment, autrefois bourdonnant d'activité, est devenu un vestige du passé. Mais ils n'ont qu'à penser à nous. Nous avons servi loyalement cet État. Je suis venu à l'imprimerie en 1960, jusqu'à sa fermeture. J'étais à l'imprimerie. Quand ils ont fermé l'imprimerie, 120 000 francs par trimestre, toute hiérarchie confondue. 120 000 francs par trimestre. Après, aujourd'hui, nous sommes à 500 000 francs par personne. Dans ce complexe, le Saint-Courant était souvent produit à la demande des autorités saoudiennes qui appréciaient grandement le produit fini. Il y avait également au sein de cette bâtisse un réfectoire qui servait de salle de spectacle et de répétition des orchestres nationaux et l'ensemble instrumental et choral national dirigé par le charismatique El Hadj Touri Kandia Kouyaté. On avait une salle culturelle. Ça servait de restaurant, ça servait de
trucs culturels, les artistes y venaient, les grands ballets africains qui ont fait la grandeur de la Guinée répétaient là-bas, l'ensemble instrumental qui a fait la grandeur de la Guinée répétait là-bas. À l'heure où la Guinée s'efforce de construire ses fondations économiques et culturelles, la relance de l'imprimerie Patrice Lumumba serait bien plus qu'un simple geste de mémoire. Ce serait un acte de continuité historique, une volonté de redonner à la jeunesse guinéenne les outils du savoir et de la fierté. Culture, festival, Konaninei, Sangoula, vous le saurez tout de suite, la ville africaine de Keitaya accueille la 2e édition. C'est l'un des événements emblématiques de Macenta, conservateur de la tradition et touriste, était de la partie. Mikini Moussa Kamara, Nomoso Diakite. La 2e édition du festival Konaninei Sangoula en scène des personnages qui reflètent une tradition ancestrale de la culture Loma, vieille de plusieurs siècles. C'est une idée d'une équipe de la diaspora guinéenne qui aspire à valoriser le patrimoine culturel guinéen sur la scène internationale. Le festival Konaninei Sangoula se tient à la Villa Africa. La Villa Africa a été créée par Maman Africa et M. Gérard Tunkara aussi qui viennent de l'Allemagne, donc tous les deux ici de la diaspora. Nous avons tenu près de 40 ans maintenant à l'extérieur de venir investir en Guinée. Et nous investissons dans ce lieu qui se trouve à Carrefour-Georges, après Keitaya. Moi, je suis très content. On dit quelle que soit la durée du bois dans l'eau ne deviendra jamais caïman. J'aime mon pays et je dois participer pour le développement de mon pays. Historiquement, ce festival était organisé pour commémorer des occasions importantes comme le couronnement d'un nouveau roi ou le décès d'un leader éminent ou des cérémonies spécifiques comme des festivités du Nouvel An. Le festival Konaninei est une célébration annuelle, c'est-à-dire on célèbre le Nouvel An, mais autour de la culture Loma, autour de la culture Toma. Vous savez, la communauté Toma, elle est vachement riche en art de spectacle, en art culinaire, en art lié au masque, lié au rituel, au rite et tout ça. Après la célébration guinéenne, Paris est annoncé pour l'organisation de ce festival en novembre 2026. Merci pour cette parenthèse culturelle. C'est tout pour cette édition. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.